Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est Fakir en 2 minutes chrono. Le 23 avril 2018, la convection s'est renforcée au nord-est de Madagascar. Cette fameuse zone se trouve un phénomène que personne n'aurait imaginé qu'il atteindrait une telle puissance. Tout le monde l'a sous-estimé, même Météo France. Tout le monde a sous-estimé ce phénomène qui était pourtant court mais très intense. Son nom est Fakir. Donc je suis David Goutz, le directeur interrégional de Météo France pour l'océan Indien, depuis 4 ans et demi. Et 4 ans et demi, c'est une durée assez longue dans ce genre de poste pour avoir connu quelques systèmes cycloniques, pas seulement pour la Réunion, mais pour l'ensemble du bassin sud-ouest océan Indien, puisque nous exerçons ici une responsabilité régionale. Et il est difficile d'en choisir un qui m'aurait plus particulièrement marqué parce que, comme Philippe Caroff le dit assez volontiers, tous ces systèmes cycloniques ont chacun une sorte de personnalité, chacun quelque chose de singulier. Ils ne se ressemblent quasiment pas finalement. Et donc en choisir un, c'est comme choisir un parmi des enfants. C'est toujours compliqué de dire aux autres qu'ils n'étaient pas les préférés. Donc comment choisir, hein, c'est vraiment délicat. Je le disais un petit peu en aparté, mais c'est compliqué pour moi d'avoir ce genre d'entretien, on va dire, léger, en même temps qu'on dénombre les morts d'Idaï au Mozambique, quand on va finir de tirer le bilan. Donc si au moins on pouvait se souvenir, lorsqu'on parle de cyclones, lorsqu'on fait le choix de cyclones mémorables, lorsqu'on s'amuse finalement des souvenirs qu'on peut avoir avec les cyclones, si on pouvait se souvenir quand même que les cyclones sont des phénomènes meurtriers et que quand ils frappent fort, ils laissent de nombreux morts derrière eux. Et que c'est à la fois un sujet de fascination, mais aussi ça devrait être un sujet de, comment dire, un peu effrayant, quoi, hein, voilà. Donc il ne faut jamais oublier ça derrière. Le cyclone est magnifique, mais meurtrier. Bon, ceci étant dit, donc j'ai choisi de manière un peu légère de parler d'un cyclone qui marquera les esprits à La Réunion. Alors, pas complètement léger, parce que, évidemment, je vais parler de Fakir. Et Fakir a causé 2 morts. 2 jeunes gens, enfin, réunionnais, dont on a tous en tête la fin tragique qu'ils ont connue dans leur maison,
noyé dans une coulée de boue. Enfin, c'est vraiment terrible. Et voilà, encore une fois, on est obligé, quand on parle de cyclone, de penser à ces effets meurtriers. Voilà, maintenant, ce système Fakir, il a de nombreuses particularités qui en font un système mémorable. Il a battu quelques records. Je ne suis pas le mieux placé pour parler des records des cyclones parce que je ne veux pas prétendre être un prévisionniste cyclone que je ne suis pas. Je ne suis pas encore moins un expert cyclone comme peut l'être Philippe Caroff. Donc je pense que mon témoignage ne sera pas de cet ordre-là. Mais on le sait tous, Fakir a battu des records de déplacement, de vitesse de déplacement, des records de cyclones tardifs dans la saison, ayant frappé la Réunion, donc à des latitudes assez sud. Enfin bref, donc c'est vraiment un cyclone déjà techniquement mémorable. Mais moi, il m'a plus particulièrement marqué parce que il a corroboré quelque chose d'un peu théorique que j'avais lu en métropole avant de venir sur les risques en général, qui correspond à une thèse de François Dedieu, caractérisant un certain type de risque comme risque scélérat. J'aime bien le mot, scélérat. C'est ce genre de risque. Alors lui, il avait fait l'analyse des tempêtes de 1999 en métropole, et il avait essayé de comprendre pourquoi la deuxième tempête, il y en a eu deux en une semaine, pourquoi la deuxième tempête avait fait quasiment autant de mal que la première. Et en fait, il avait analysé tout le déroulement du processus de détection du système, de prévision et de réponse opérationnelle, en mettant en évidence le fait que cette deuxième tempête, c'était donc Martin, la tempête Martin, avait finalement grugé le système. C'est-à-dire que à chaque étape de détection, de prévision, de réponse opérationnelle, le système avait donné l'impression qu'il était gérable, tout en ne l'étant pas du tout. Et Fakir, c'est un peu l'exemple tropical similaire. Le cyclone scélérat. Voilà, s'il pouvait rester dans les mémoires, moi en tout cas dans ma mémoire à moi, ce sera toujours le cyclone scélérat. Parce que on manque pas de moyens au CMRS Cyclone La Réunion, de moyens techniques. On dispose de toutes les données satellites stationnaires, défilants, possibles et imaginables. On dispose de tous les modèles qui sont produits par tous les opérateurs de météorologie du monde et qui disent quelque chose sur notre secteur sud-ouest océan Indien. On dispose tous comme si on était client de ces modèles-là, premier client de ces modèles-là, donc on les a en urgence, enfin on a tout ce qu'il faut pour avoir le meilleur état de modélisation possible, avec des supercalculateurs de par le monde qui ont des performances à peine imaginables. On a des experts techniques, je pense que chacun sait que c'est pas de l'avantardisme, mais c'est le résultat d'un process de longue durée, depuis 20 ans, 25 ans maintenant, que nous sommes CMRS Cyclone. On continue à attirer ici des prévisionnistes cyclones qui, sous la tutelle des vétérans, acquièrent des compétences rares, voire extrêmement rares dans le monde. Les prévisionnistes cyclones de La Réunion sont reconnus comme parmi les meilleurs du monde à ce sujet, avec leurs homologues d'autres CMRS. Enfin, donc on ne manque pas de moyens, on a tout ce qu'il faut pour détecter correctement l'émergence d'un cyclone, la prévision qui peut être faite derrière, et puis fournir les éléments aux gestionnaires de crise pour avoir une bonne réponse opérationnelle. Et Fakir, à chaque étape, nous a arnaqués. C'est-à-dire que pendant tout le week-end qui a précédé Fakir, les prévisionnistes, ils s'étripaient pas parce qu'ils sont plus plus disciplinés que ça, mais d'un prévisionniste à l'autre, pendant le week-end qui a précédé, à la relève, il y avait un débat compliqué sur est-ce que cette zone d'émergence de cyclogénèse va ou non produire quelque chose. Tous les modèles disaient qu'il ne se passerait rien. Les prévisionnistes, qui ont un petit peu le coup d'œil, disaient qu'il y a quand même des conditions un peu favorables, donc ce serait quand même étonnant qu'il ne se passe rien. Voilà, il y avait une espèce de débat homme contre machine, qui dépendait un petit peu de l'expert en place à un moment donné, quoi. Donc toutes les 12 heures, on avait un nouveau débat homme contre machine, puis homme contre homme, pour savoir s'il allait sortir quelque chose de cette zone. Mais dans tous les cas, personne n'imaginait qu'il sortirait quelque chose d'intéressant. Rien n'indiquait qu'il puisse y avoir autre chose qu'une espèce de dépression tropicale qui allait dégrader le temps à La Réunion, mais sans plus, quoi. Ensuite, le système émerge le lundi matin. Enfin, la cyclogénèse se forme le lundi matin.
Et le lundi matin, vraiment, alors déjà, celui qui constate l'émergence de la cyclogenèse, il dit, bah voilà, on a enfin le résultat des paris du week-end, il va plutôt se passer un peu quelque chose. Mais de là à dire qu'on allait atteindre le stade du baptême, donc de tempête tropicale modérée, personne ne l'imaginait. Enfin vraiment, on refaisait les analyses, les modèles donnaient tous des signaux complètement plats. Les conditions évaluées par les prévisionnistes étaient certes un peu favorables, mais de là à atteindre le niveau de tempête tropicale modérée, enfin vraiment, on était à des années-lumière. Donc bon, on part sur l'idée, on fait quand même un suivi, mais presque pour être, enfin pas pour être aimable, mais vous voyez, pour avoir la continuité un peu, pour dire on va pas se dédire de ce week-end, on a pensé qu'il allait émerger quelque chose, on va continuer à suivre parce que ça a l'air d'être un petit signal. Mais les modèles numériques ne réagissent pas, l'image satellite est pas très favorable, le micro-ondes, aucune organisation, enfin, voilà, bref. Et on passe toute la journée de lundi, finalement, d'une certaine manière, à avoir une espèce de cyclone qui se camoufle, quoi. C'est-à-dire qui nous envoie, le satellite défilant passe pas tout à fait dessus. Donc on voit pas exactement, c'est un système de très petite taille, hyper compact, qui se déplace en plus, qui commence à se déplacer assez vite. Donc le satellite défilant le rate. Comme il est très compact, en fait, dès qu'on le rate de quelques dizaines de kilomètres, on a l'impression qu'il se passe rien. Bon, les modèles réagissent toujours pas. À midi, on commence à avoir un signal ou l'autre, un peu inquiétant, mais de modèles qui ont tendance à être très réactifs, trop réactifs en général. Si à chaque fois que ces modèles-là avaient dit, qu'il y avait des vents importants, on avait lancé une alerte cyclonique, on aurait eu des alertes tous les 2 mois, quoi. Donc c'est un modèle dont on sait qu'il est un peu surréactif, on fait attention. Le système Fakir qui émerge un peu en douce, qui se met à prendre de la vitesse. Les analyses montrent qu'avec la prise de vitesse, normalement, il devrait complètement se disloquer. Il ne devrait pas tenir le coup, en fait, sous des accélérations pareilles, avec un environnement aussi défavorable. On n'imagine pas qu'il tienne le coup. Non seulement il tient le coup, mais il se renforce. On va dire qu'il y a un changement d'ambiance vers 14h, 15h. On commence à voir émerger des simulations qui ont l'air de dire que, effectivement, vu la bonne tenue du système, on pourrait avoir quelque chose. D'ailleurs, je ne sais plus exactement à quelle heure se passe le baptême, mais il franchit assez vite le stade du baptême, en fait. Bon, c'est embêtant, une tempête tropicale modérée qu'on avait imaginé que peut-être qu'elle resterait rien du tout, ou peut-être au pire une dépression tropicale. On sait que la prévision d'intensité est une des grandes difficultés techniques de la prévision cyclonique, mais à ce point-là, on s'est vraiment fait arnaquer. Bon, on commence un petit peu on active, depuis le matin, en fait, on est en liaison avec la préfecture, et avec la préfecture, on a identifié qu'il y aura un gros mauvais temps à partir du lundi soir et pendant la journée du mardi. Là, on sent que ça va être un gros mauvais temps. Mais on est encore confiant dans le fait que le système a tout donné, c'est-à-dire que tempête tropicale modérée, c'était son challenge, défi accepté, très bien. Ça peut pas aller au-delà, avec la vitesse qu'il va prendre, la vitesse de déplacement, de 2 choses l'une. En fait, soit il prend son temps pour se déplacer, il peut se renforcer, et on peut avoir des conditions dures mardi soir, soit il se met à accélérer, il continue son accélération comme l'un ou l'autre modèle le prévoit, il devrait du coup pas tenir la charge, et on aura un gros mauvais temps très vite, très tôt. C'était ça un peu nos scénarios qu'on avait en tête. Et c'est avec ça qu'on alimentait la préfecture en information, pour que la préfecture puisse prendre ses dispositions d'organisation de crise. Et donc, fort logiquement, on est sur des dispositifs plutôt de vigilance forte pluie, attendu, et fort vent, attendu le lendemain matin. Bon, de 14h à 22h, à 20h, on va dire, le système continue de se renforcer, il prend sa vitesse. Et vers 20h, 21h, là, on commence à avoir des signaux quand même assez clairs qu'il ne va pas se disloquer. Potentiellement, il ne va pas se disloquer. Alors, c'est dans ce genre de système de très petite taille qui s'intensifie rapidement, on peut aussi disparaître aussi vite. On se rappelle de Hélène en 2014. Ces systèmes-là, ils sont très explosifs, mais ils sont aussi très fragiles. D'une certaine manière, c'est long encore. On est 20h la veille. On sait, du coup, s'il prend sa vitesse maximum, on sait qu'il va atteindre la Réunion vers 5h, 7h du matin. Il peut se passer beaucoup de choses sur 10 heures de temps. Mais on commence à se dire que dans le scénario du pire, ça va être un peu coton, quoi, pour tout le monde. C'est-à-dire pour la préfecture, pour la population, pour les gens qui ont des opérateurs qui ont des choses à prévoir. Donc on refait un point avec la préfecture à 21h en disant bon, on va regarder ce qui se passe cette nuit.
Mais il existe un scénario du pire dans lequel ça va tabasser quand même. Mais dans ce scénario du pire, ce qu'on imaginait, c'est que ça reste dans les limites d'une vigilance. Voilà. C'est-à-dire des vents qui commencent à taquiner les 150 km/h, mais par valeur inférieure, en rafale. Des fortes pluies, très localisées, donc sur une partie seulement de la Réunion. Dans le dispositif qui existait à ce moment-là, c'était des vigilances. Voilà. Donc là encore, cyclone scélérat d'une certaine manière. C'est-à-dire que même au moment où il commence à dévoiler que bon, en fait, il va vraiment être problématique, il est configuré de telle sorte, et nos plans techniques sont faits de telle sorte que les prises de décision qui sont rationnelles vis-à-vis de ce qu'il nous montre seront in fine critiquables. Pas parce que, enfin, il n'y a pas d'intention, un cyclone c'est pas un homme, il n'est pas fait exprès, mais parce que c'est le cyclone qui représente exactement l'angle mort de nos plans hors sec de l'époque. C'est le truc qui était mal géré par nos plans hors sec. Donc on se couche tous, sauf le prévisionniste de quart, à 22h, avec l'idée que la nuit sera courte et qu'il faut se réveiller dès que les signaux confirment que le scénario du pire est en train de se réaliser. À 3h du matin, c'est ce qui se passe. Le temps de s'activer les uns les autres, etc., de monter un briefing avec le préfet, on est 4h du mat, et là on est à 4h du mat, avec le préfet, tous un peu en vrac, et surtout à se dire, le scénario du pire est en train de se réaliser. Le cyclone, on ne sait pas encore que c'est un cyclone, il apparaît encore sur les défilants qui le ratent encore, et sur tous nos systèmes d'instrumentation, il est encore estimé forte tempête tropicale. Il sera in fine, il se révélera être cyclone, parce que toujours cette compacité en fait de son cœur fait qu'on n'a jamais eu l'idée exacte de ces vents, sauf au moment où il a été heurté des stations météorologiques de plein fouet. Donc déjà une forte tempête tropicale qui s'approche si près de la Réunion, c'est quand même coton. On est encore à 3h du mat à se dire que ça va rester dans les limites des 150 km/h, que ça va être un peu juste sur les hauts, on le sait, que ça va passer très vite, donc ça va être un gros uppercut. Voilà, je dis que... Et donc là, il faut mobiliser le signal de crise, quoi. Et d'une certaine manière, donc ça, on finit ce briefing vers 5h30. On sait que ça va taper à partir de 7h et peut-être jusqu'à 9h, quoi, grosso modo. Et là, on sait qu'il n'y a plus rien à faire d'une certaine manière, de notre côté. De toute façon, ça y est, Alors moi, l'impression vraiment que j'ai eue à ce moment-là, c'est un peu comme... alors, le côté festif en moins, mais c'est comme le moment où vous lâchez votre bille de bowling. Elle est partie, elle roule, vous avez qui en face, et il y a ce délai un peu long. Alors, je suis pas un pro moi du bowling, donc moi quand ma bille part, elle va pas tout de suite dégommer les quilles. Elle roule, ça paraît très long. Elle roule, et au dernier moment, elle peut passer sur le côté, ou elle peut frapper au centre, enfin... Et il y a ce côté être en attente, en fait. Le temps est un peu suspendu, quoi, d'une certaine manière. Oui, mais il n'est pas du tout suspendu, en fait, il avance. C'est juste que nous, en tant que météorologues, il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour rendre compte correctement de la situation, quoi. Maintenant, ça va se jouer à la gestion de crise et un peu à la chance, il faut dire ce qui est aussi, au comportement des gens, à ce que des gens seront exposés plus ou moins consciemment, à ce que ça va frapper au mauvais endroit, enfin, toutes ces choses qui font que sur un truc pareil, on peut se retrouver avec des décès, ou miraculeusement avec rien, enfin, on ne sait plus très bien à quoi ça tient, quoi. Mais c'est extrêmement frustrant pour un service technique comme le nôtre d'avoir cette sensation que maintenant ça va se jouer un peu à la chance, quoi. C'est moche, mais c'est qu'une sensation évidemment, parce qu'il la gestion de crise n'est pas une question de chance, c'est une question d'organisation. Mais le fait de n'avoir plus aucune prise nous sur rien, et le fait d'avoir un peu lâché les informations vers le reste du circuit de gestion de crise, d'une certaine manière, bon. Nous, on est dans cette posture où on attend de voir quels quilles vont tomber, quoi. On retient son souffle. On retient son souffle. Sauf que, en fait, l'analogie de la boule de bowling n'est pas très bonne, parce qu'on n'est pas celui qui a vraiment lâché la boule de bowling, on est aussi les quilles. Donc on le vit vraiment comme ça, c'est-à-dire que on se vit comme celui qui a lâché la bille et qui voit partir et qui se dit mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et aussi comme en face, on est à La Réunion, on est très très solidaire de la population, on est très concerné par ça, c'est notre mission, on peut pas, on doit rendre des comptes nous ensuite à ça, on n'est pas là juste pour
pour faire de bonnes ou de mauvaises prévisions. On est là pour que la population puisse prendre les bonnes dispositions, pour que les services de gestion de crise assurent. C'est notre rôle, c'est notre mission. On sera par terre en même temps que tout le monde, quoi. On ne pourra pas dire, oh bah oui, mais nous, non, on est au-dessus de tout ça. Donc on le vit vraiment, enfin moi en tout cas je l'ai vécu vraiment comme ça, c'est une espèce de temps suspendu, et on guette les signaux des conséquences. Et ça c'est vraiment un moment douloureux, hein, je peux le dire, c'est un moment que j'ai revécu plusieurs fois pendant toute l'année qui a suivi. On a quasiment un an de l'événement. Je l'ai revécu souvent. Et puis il y a ce bilan, hein, donc le système passe, il castagne pas mal quand même. Alors c'est assez spectaculaire, hein, des arbres couchés, enfin cassés en deux, couchés sur la route. On a eu quelques endroits où on s'est dit là c'est quand même pas passé loin. Dans les hauts de Saint-André, de Sainte-Rose, on sait que ça a tabassé quand même méchamment. On a dépassé les 150 km/h, et là le truc se révèle, quoi. C'est-à-dire que le cyclone Fakir, cyclone scélérat, révèle ce qu'il est, quoi. Mais il le révèle en frappant. Et donc on comprend qu'on avait affaire à un cyclone, on comprend que à l'image radar, on voit cette bande, cet anneau très très mince en fait, hein. C'est-à-dire que 10 km plus loin, c'était pas la même chanson. Il passait 10 km plus au large, et on le vivait pas du tout de la même façon, quoi. Donc c'est toujours ce problème de tout ou rien, hein, du côté insulaire et cyclonique. Voilà, le bilan tombe progressivement, minute après minute. Et d'une certaine manière, maintenant que j'en parle, j'y avais pas pensé en pensant à cet entretien, mais ça me rappelle exactement ce que j'ai vécu pour Xynthia en métropole. Pour Xynthia en métropole, on a vu arriver la tempête forte, mais ce qui a été terrible, c'est le bilan en fait. Le bilan en temps réel, c'est-à-dire quand le décompte des décès commence. Parce qu'on a l'impression que tout s'est bien passé, puis d'un coup, bim, on annonce 2 morts ici, 4 morts ici, 5 morts ici, et on arrive à 52 morts. Donc ça, je l'ai vécu en temps opérationnel, c'est quelque chose de très douloureux, quoi. Et j'étais exactement dans cette position d'attente, en fait, sur Fakir, à me dire, maintenant, quel bilan morbide va-t-on avoir, quoi. Et en fait, bon, il y a ces deux décès, voilà, je pense que toute la réunion a été unie, quoi, dans la commémoration, en fait, ça a attristé tout le monde, ces deux jeunes gens qui sont décédés dans leur maison. Enfin, s'il y a bien une règle en prévention des risques qui est forte en France, c'est qu'on devrait être en sécurité chez soi, quoi. Donc voilà, bon, ça c'est d'une certaine manière, c'est pas déconnecté de Fakir, mais quoi qu'on ait fait comme bonne ou mauvaise prévision sur Fakir, de toute façon, c'était pas exactement le problème, en fait. C'est la forte pluie et la mauvaise localisation qui, sans doute, est en cause. Enfin, bon, on sent, enfin, vraiment, enfin, toujours avec la distance qu'il faut avoir vis-à-vis de ce genre de propos, hein, mais on s'en sort pas mal sur Fakir. D'avoir, entre guillemets, que ces 2 morts à déplorer, c'est voilà. Faut comprendre mon propos vis-à-vis de ce que j'ai dit sur Xynthia, quoi. J'avais peur qu'on ait plus de morts que ça, et je l'aurais encore plus mal vécu que ce que ça a été. Donc vous voyez, c'est un cyclone marquant parce que, d'une certaine manière, pour moi, il m'a beaucoup interpellé, en fait, dans mon rapport, en fait, à la gestion de crise. C'est compliqué. Enfin, faut pas croire que c'est simple, en fait, hein. Pas croire qu'on est là à gérer nos instruments techniques, à dire bon, bah tiens, il n'y a qu'à appuyer sur la touche vigilance ou sur la touche alerte, etc. Tout ça n'est pas détaché, quoi. On est dedans, en fait. On le vit avec tous les remords qu'on peut alimenter, avec qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, à quel moment j'aurais pu comprendre le caractère scélérat de ce truc-là, et moi en particulier, ayant connaissance de ces travaux de François Dedieu sur les tempêtes de 99, que je m'en mords les doigts. Je me dis mais aurait-il fallu être plus intuitif, peut-être? Est-ce qu'à un moment donné, on aurait dû finalement passer outre les plans et dire bon, tant pis, on va le gérer un peu au trip, quoi. Ce qui n'est pas vraiment la norme en gestion de crise. Enfin, généralement, l'intuition est mauvaise conseillère en gestion de crise. S'il y a des plans, s'il y a tout ça, c'est
pour justement garder la tête froide et avoir des prises de décision rationnelles. Mais forcément, ça interpelle, quoi. Fakir, ça interpelle. Et ça interpelle la relation qu'on a avec les gens à qui on délivre une prévision, avec le niveau de service qu'on est censé rendre, en fait. Donc voilà. Donc c'est, au final, moi j'en tire plein d'enseignements pour moi-même. Bon, d'abord, il y a eu, plus collectivement, il y a eu ces révisions des plans Orsec, donc ça montre qu'on est capable d'évoluer et de tenir compte à la fois d'une demande sociale, parce que il y avait une demande forte pour que l'alerte rouge soit peut-être un peu moins restreinte, et puis d'intégrer dedans, de manière peut-être un peu moins spectaculaire, dans la compréhension que la population peut avoir du nouveau plan Orsec, il y a des choses un peu plus discrètes, on va dire, que les couleurs. Il y a des façons de répercuter de l'information ou d'organiser l'information qui fait qu'en temps réel, on aura peut-être moins de scrupules à prendre tel type de décision pour être sûr de ne pas louper la bonne décision, en fait. Donc voilà, c'est un petit peu l'enseignement moi que j'ai, l'enseignement collectif puis l'enseignement personnel, en fait, je veux dire, c'est que malgré tous les plans, il faut quand même à un moment donné laisser parler un tout petit peu l'intuition.